Wax or not wax, des tissus d'Afrique dans tous leurs états. Une table ronde présentée par Bintou Saint-Poré au Musée de l'Homme à l'occasion de l'exposition Wax. Nora. Bonjour et bienvenue à cette rencontre qui sera haute en couleurs, celle du wax, le tissu emblématique d'un continent nommé Afrique, de ses diasporas et de moult autres précieux textiles qui portent les expressions culturelles de nombreuses populations d'Est en Ouest et du Nord au Sud. Vous pourrez en découvrir, vous l'avez peut-être déjà fait, certains de ces textiles durant cette table ronde intitulée Wax or Not Wax, des tissus d'Afrique dans tous leurs états. Nous avons souhaité avec nos invités vous entraîner dans une ronde élégante, musicale et artistique, comme le démontre l'exposition qui se tient donc actuellement au Musée de l'Homme et jusqu'au 7 septembre. À l'heure où les termes mondialisation, appropriation culturelle, authenticité et identité sont les leitmotifs des interrogations liées au présent et au futur de notre société de consommation, qu'en est-il de ce qui nous définit dans le regard de l'autre? Quelle histoire sous-tend la production de ces textiles? Et quel peut en être le futur? Une vaste question avec une petite heure pour y répondre, suivie d'un moment pour vos questions et commentaires et une visite agrémentée d'une playlist qui vous attend avec un QR code à l'entrée de l'exposition ou sur vos plateformes favorites. Je salue nos invités. Notre première interlocutrice est chez elle, si je peux m'exprimer ainsi, Aurélie Clément-Terrouis, directrice du Musée de l'Homme. Elle nous accueillera et justifiera l'idée de cette exposition aux côtés de celle sur les migrations, juste à côté. Bon, il est vrai que le wax est un sacré coton voyageur. À mes côtés, Soloba Diakité, commissaire associée de l'exposition Wax. Bonjour. Bonjour. Enseignante et historienne des arts africains. Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Bonjour Bintou. Bonjour. Rebonjour, fondatrice et directrice du magazine féminin panafricain Brune, consultante internationale en matière de tendances des marchés émergents d'Afrique, des Caraïbes, des diasporas dans le secteur mode, et Lamine Badian Kouyaté. Mes hommages, créateur de mode, fondateur de la ligne de vêtements Willibet Funkin Fashion Factory et que vous voyez parler aussi en vidéo dans l'exposition. Aurélie Clément-Terrouis, merci de me rejoindre et de répondre à cette grande question. Pourquoi avoir installé une telle exposition au cœur du Musée de l'Homme ? C'était important pour le Musée de l'Homme de pouvoir parler de ce tissu voyageur, comme vous l'avez dit, qui s'inscrit dans une saison plus large autour des migrations. On a une exposition Migration, une odyssée humaine, et quand on migre, hommes et femmes, eh bien, on migre avec sa culture, ses savoirs, ses savoir-faire, avec tout ce qui constitue finalement notre être, et on voyage aussi avec ses tissus, ses vêtements. Et cette exposition Wax, finalement, est un prolongement de ce sujet autour des migrations. Et puis, on voulait surtout interroger aussi qu'est-ce que ça représente, ce tissu, dans un monde globalisé où beaucoup de choses circulent. Il y a des questions identitaires autour de ce tissu, il y a des questions d'appropriation ou de réappropriation culturelle. Et c'était important aussi de faire le point sur, finalement, c'est quoi ce wax? Parce qu'effectivement, en fonction de nos interlocuteurs ou de nos interlocutrices, on se rend compte qu'il n'a pas la même signification, qu'il n'a pas la même portée, qu'on soit ici en Europe ou sur le continent africain. Et c'est toute la mission du Musée de l'Homme de créer ce dialogue et ces ponts entre ces différentes cultures pour mieux comprendre finalement ce qui fait notre humanité, ce qui nous rassemble autour aussi de sujets de mode, parce que finalement on a tous besoin de s'habiller, et le wax, finalement, il nous sert aussi à ça, à nous habiller et à nous exprimer à travers ce tissu. Merci. Une table ronde en 2 mots, durant une journée pleine d'événements. Oui, on a décidé de consacrer tout un week-end au wax avec des artistes qui viennent intervenir tout au long de ce week-end. Donc je remercie vivement tous ceux qui sont là sur cette table ronde aujourd'hui. Et puis on a d'autres artistes qui font des ateliers aussi dans le musée, puisque le wax c'est une pratique. On a un atelier de sérigraphie, un atelier de broderie, parce que les idées c'est bien, mais la pratique aussi c'est pas mal. Et on essaie toujours de mêler les deux ici au Musée de l'Homme, d'arriver à
réfléchir sur ce wax, mais aussi de pratiquer, de voir comment on peut le porter, comment il est fabriqué, pour avoir à chaque fois une vision assez transversale des sujets. Merci Aurélie. Merci à vous. Bonne journée. Merci Aurélie Clément-Terruis pour cet accueil et donc cette introduction à la découverte d'un tissu imprimé double face, comme vous le verrez, présent dans les rues parisiennes et les marchés de France et de Navarre dès que surgit un rayon de soleil et au-delà, car de nombreux stylistes, parmi lesquels notre invité Lamine Badian-Kouyaté, créent désormais de chaunes doudounes en wax, par exemple, pendant que sur le continent africain, chaque année, chaque saison, voit apparaître de nouveaux modèles bien éloignés de la tenue classique de nos grands-mères avec les camisoles en haut, comme ça se passait à l'époque, en tout cas quand j'y allais jeune fille, et la jupe poisson pour le bas de la tenue. Le wax se porte actuellement en short, chemise, robe cintrée ou blousante et au-delà devient nappe, rideau, coussin ou tote bag, enfin c'est à l'infini. Un petit peu d'histoire avant d'interroger nos invités. Ce tissu plus que centenaire, n'est-ce pas, ce textile de coton imprimé prend sa source en Indonésie, à Java, où les techniques du tissu batik, caractérisées par l'utilisation de stylets emplis de cire, appelés kanting, puis plus tard de tampons de cuivre et de rouleaux, avec à la base un même principe, une technique de teinture dite à la réserve, quand une partie du tissu est cachée de la teinture par une application de cire, créant ainsi un motif, plusieurs motifs, et permettant d'obtenir une grande finesse des dessins qui ont séduit à l'époque les colons hollandais installés en Indonésie. Alors ils ont alors décidé d'imiter les batiks locaux et d'en produire eux-mêmes pour le marché indonésien et puis le marché européen également, non? Oui, ils ont tenté, mais bon, ça n'a pas fonctionné, effectivement. Et c'est en Afrique, après diverses innovations technologiques, que le tissu wax a acquis son succès, non sans l'intervention d'émissions religieuses qui avaient pour vocation d'évangéliser et de revêtir aussi les femmes, voire cacher leur forme, comme ces larges robes du Cameroun. Oui, les fameux cabas qu'on trouve au Cameroun, oui. Effectivement. Et puis aussi acquérir des revenus pour le développement de leur mission religieuse. Alors la légende, ou disons plutôt une partie de l'histoire, nous rapporte que ce sont des soldats ghanéens enrôlés dans les troupes coloniales hollandaises. Oui, en fait, pour ces soldats qu'on appelle les Belanda Hitam, c'est vrai qu'on apporte aujourd'hui des nuances concernant l'introduction donc du wax par ces soldats, puisque effectivement, avec des recherches archivistiques, eh bien, on a beaucoup plus d'informations sur l'entrée du wax, notamment sur la Gold Coast, qui est l'actuel Ghana. Alors on raconte qu'ils sont revenus avec des batiks donc, au Ghana, en Gold Coast, et que ça a séduit les élites locales qui s'en sont emparées, enfin, dans un premier temps. Tout à fait. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est que, bon, déjà, vous avez bien rappelé l'origine asiatique donc, du wax, donc on comprend que ce n'est pas un textile traditionnel africain. Il y a un rôle quand même très important et clé, qui est celui donc, d'un marchand écossais, qui s'appelle Ebenezer Brown Fleming. Et dans ce contexte colonial, contexte de rivalité coloniale, parce qu'on se rappelle quand même que 84-85, conférence de Berlin, on se partage le continent, d'accord, et ses richesses. Et donc, dans ce contexte colonial et d'intérêts commerciaux importants, eh bien, Ebenezer va jouer un rôle important, puisque sans mettre les pieds sur le continent, il va réussir à adopter un textile d'origine asiatique avec une forte présence d'une iconographie asiatique, et donc adapter, l'africaniser pour le goût de ces populations, ces élites africaines. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on montre bien un moment, un élément de parasol royal qui présente à la fois une technique africaine de l'appliquer et à l'envers donc un wax qui a une symbolique très forte liée au pouvoir. Vous parliez de contexte colonial. Il y a eu aussi les suites de la révolution industrielle, l'accélération des transports maritimes, l'ouverture des voies terriennes aussi, enfin, et puis une grande concurrence entre les différents fabricants. Enfin, toute une histoire que vous retrouverez
retrouverez d'ailleurs dans le livre d'Hélène Elands, Oui. un livre qui est sorti, qui est en anglais, mais fort intéressant. Ça s'appelle Ebenezer Brown Fleming and the Harlem Collection, hein, The European Production of Dutch Wax Prints for West Africa. Donc, elle nous raconte toute cette saga. Et Soloba Diakité, alors vous qui œuvrez depuis de longues années dans l'art contemporain, il faut que je vous présente quand même aux auditeurs et au public, enseignante à l'école du Louvre, n'est-ce pas, commissaire d'expo, avec un spectre très large de sujets d'intérêt. Je pense au textile du Yunnan en Chine, Oui. ou encore au bronze du Burkina Faso. Vous êtes passionné donc par les arts et traditions d'Afrique, enfin les traditions populaires, Oui. hein, du continent africain, et notamment Swax, qui s'est quelque part africanisé, n'est-ce pas? Oui, alors juste pas spécialiste de l'art, on va dire, contemporain, beaucoup plus de l'histoire, de l'archéologie, de l'Afrique, voilà, des arts et traditions des arts africains. On va revenir un petit peu peut-être sur Ebenezer. En tout cas, je vous propose de nous en dire plus sur ce tissu colonial devenu tissu social, après un petit peu de musique. Donnez-moi du savon, je veux laver ce sang. Laissez par ce passant, cet innocent petit enfant. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et l'ignorance. Donnez-moi une houe, je vais boucher ce trou causé par ce trouble. Et d'où peut tomber l'aveugle? Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. Je veux recoudre cet habit déchiré par la haine et la guerre. En 2006, l'artiste congolais Camille Zoba Dizao nous proposait en musique de recoudre le tissu social. Et aujourd'hui, Soloba Diakité, pouvez-vous nous dire comment ce fameux wax est devenu donc si populaire justement dans les sociétés africaines? Oui, alors en fait, il faut vraiment revenir sur le processus de création d'Ebenezer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas mis les pieds en Afrique, mais il avait des contacts, comme vous l'avez rappelé, notamment par le biais donc, des missions religieuses, hein, la mission de Bâle. Et donc, il va recueillir des informations très importantes sur les goûts, sur la culture africaine qu'il va intégrer donc, aux motifs asiatiques. Donc, on va y retrouver des éléments de pouvoirs royaux, akans, sièges, sabres et d'autres éléments. Mais, même des tabourets, comme on parle beaucoup du fameux tabouret qui est institué au Bénin, des wax avec ces tabourets à Chantilly. Oui. Voilà. Mais aussi, ce qui va se passer, c'est que cette élite va se l'approprier en nommant aussi ces textiles. Et c'est là qui est vraiment important, puisque ces appellations sont liées à l'oralité, à cette littérature orale africaine, hein, qui est patrimoine immatériel, culturel, donc où il y a des proverbes, où il y a donc des expressions qui auront une fonction pédagogique, morale. Et donc, il y a à la fois donc, le motif qui en lien avec les cultures pour qui ces textiles sont produits, mais il y a aussi les dénominations qui sont vraiment importantes. On va voir que le pagne parle, il va porter du texte, il va matérialiser en fait toutes ces cultures qui sont dans l'oralité. Alors l'œil, par exemple, une des personnes du public a une robe à l'image de l'affiche de l'exposition qui est une œuvre de Thandiwe Muriu, qui est artiste kenyane, je crois. Oui, tout à fait. Qui est artiste kenyane, où on voit une jeune femme dans un wax avec cet œil, et puis elle est perdue dans un fond de tissu, n'est-ce pas? Vous pouvez, Marie-Jeanne Serbin ou Lamine Badian-Kouyaté, je ne sais pas si vous avez grandi avec ce genre de wax et de symboles. Alors, il y a l'œil, qui dirait quoi? L'œil qui voit tout, ou comment? L'œil de Marival. Ouais. L'œil de Marival, hein. Très bien. On continue avec la main. Alors, c'est une... Pardon, la mine?
C'est l'œil de... Non, moi je connais pas. Parce qu'il y a plusieurs interprétations selon les pays, selon les... Je ne sais pas si selon les pays, en tout cas, il y a plusieurs interprétations, je pense. Pour l'œil. Ouais, Tout à fait. Ouais. Parce que d'ailleurs, Tandiwe expliquait que au Kenya, il ne porte pas ce nom, le deuil de Marival. Et d'ailleurs, elle, dans son approche artistique, elle fait des liens avec des proverbes en lien avec la culture dont elle est issue. Donc, Alors il y a la main aussi. Il y a Ton pied, mon pied, qui fait référence à une chanson congolaise qui disait « Ton pied, mon pied, il faut être sage ». C'est-à-dire que là où ton mari va, il faut que tu y ailles aussi. Donc, et quand on porte ce pagne, c'est aussi un appel à la fidélité. Et pour revenir sur la main. Alors, oui. La main, c'est vraiment important parce que c'est le premier dessin, 1895, donc dessiné par Ebenezer. Et en fait, il est en lien avec un proverbe qui dit que la paume de la main est plus douce que le dos de la main. Et effectivement, quand on voit ce dessin, on voit donc des pièces qui représentent 12 shillings, enfin 1 shilling, 12 pence, et donc pour montrer l'importance de bien pouvoir s'occuper, dans le cadre du Bénin, de sa femme, donc de bien la doter et de prendre soin d'elle. Des chiffres et des lettres, l'abécédaire, bien connu, le pagne abécédaire, qui l'a connu? Soloba, Marie-Jeanne En fait, il faut voir qu'à chaque pagne qui sortait, il y a une tradition marketing aussi qui était très forte, qui était imposée par les marketeurs des grandes marques comme Vlisco, mais comme ABC Wax, qui imposaient aussi ces noms aux revendeuses, aux Nana Benz, pour leur dire c'est comme ça qu'on va attirer la clientèle. Qu'on dit oui, il faut mettre un petit peu de piment dans ta sauce. Donc ça donnait le nom d'un pagne. Mais il n'y avait pas un fondement africain finalement dans ces noms qu'on donnait. Et aujourd'hui, la jeune génération n'accroche absolument pas à ça. Quand elle voit un pagne, elle dit oui, ça me plaît pas. Mais on ne se réfère quasiment plus, sauf si on a un certain âge, en disant oui, je veux Ton pied, mon pied, ou je veux le sac de Michelle Obama, ou je veux Obama, ou je veux le pape, des choses comme ça. Donc il faut voir que ça fait partie un petit peu du folklore. Les expressions restent. Oui, les expressions restent, oui. Mais je pense que si vous preniez quelqu'un de moins de 30 ans dans la salle, elle ne pourra pas vous dire ce que ça veut dire, ce pagne par rapport à un autre. Quelle sera l'appellation? Alors la mine. Moi, j'ai plus une expérience des années 60, en fait, à partir des indépendances. Et j'imagine que l'abécédaire, c'était aussi les différentes politiques d'époque d'alphabétisation. C'est-à-dire que il y avait... dans les années 60, une vraie politique où les États indépendants avaient mis massivement leurs moyens dans l'éducation, quoi, et l'alphabétisation. Donc j'imagine que ça, c'était un peu une symbolique, en fait, tu vois, de la culture lettrée, des ambitions, en fait, des États pour former leur jeunesse, quoi. C'est vrai, pour revenir à ce que dit Lamine, surtout pour l'abécédaire, c'est vraiment un marqueur d'ascension sociale. Mais au début, et comme le montre le livre d'Hélène Elantz, grâce à ses recherches archivistiques, en fait, quand la Basel mission, enfin la mission de Bâle a voulu introduire ce textile au début du XXe siècle, il n'a pas été vraiment adopté par la population. C'est après, dans les années 20, qu'il a eu une connotation beaucoup plus positive. Et pour rebondir concernant le contexte culturel ancré, vous disiez, Marie-Jeanne, le pagne Ton pied, mon pied, où on voit effectivement, on a l'impression d'avoir des pieds. Et il porte également ce nom au Bénin, la main de Dossou, du lépreux Dossou, ou le pied du lépreux Dossou, qui est en lien direct avec des contes moralisateurs, où on va en retirer une leçon. Donc il y a les deux. Il y a, c'est vrai, le côté, bien sûr, de communication lié au contexte domestique,
de femmes, mais il y a aussi des pagnes qui sont en lien direct avec la culture, notamment avec l'histoire de l'araignée Anansi. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les populations afro-caribéennes, africaines, caribéennes, parce que l'histoire d'Anansi, cette araignée, dans les contes Akan, eh bien, ces contes ont traversé les mers et on les retrouve aujourd'hui dans la littérature orale caribéenne, notamment jamaïcaine. Donc, il peut y avoir des fonds vraiment historiques et culturels dans les appellations. Donc, on peut trouver les deux. Autre symbole, l'hirondelle, hein, pas un festival en France sans qu'on voit des jupes maintenant ou des shorts avec ce fameux pagne avec l'hirondelle qui incarne quoi, la liberté Oui, ou la liberté, ou encore au Ghana, l'argent s'envole. Donc ça dépend où est-ce qu'on se situe dans un pays. Bon, Maria est capable, hein, qui a été chantée d'ailleurs par Rochereau, le Congolais Rochereau. Et puis on avance plus dans l'actualité avec par exemple ce pagne qu'on voit dans l'exposition et sur lequel trône une photo de Denis Mukwege, le médecin gynécologue réparateur des femmes, comme on le surnomme, ou encore Jean-Paul II. Oui, il y a toute une tradition de pagnes commémoratifs, comme on les appelle. Par exemple, ici, vous avez un pagne qui vient de Guinée équatoriale, et c'est à l'effigie d'une école, la première école américaine qui est ouverte en Guinée équatoriale. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va voir un fabricant, on lui dit, bon, pour par exemple les 20 ans de mon école, je voudrais avoir un pagne de telle façon ou de telle façon. Comme ça, le jour de la célébration, on demande au personnel ou aux enfants d'avoir ce tissu cousu donc dans leur habit traditionnel. Et cette tradition en fait du pagne a une connotation très politique, parce que ça a commencé avec des effigies d'hommes politiques qui étaient mises au moment des élections, en préparation des élections, et en fonction de votre couleur politique, vous portiez ou non. Mais souvent, vous n'aviez pas le choix, parce que c'était aussi un vêtement, hein, et les populations, souvent démunies, avaient besoin aussi de se vêtir. Donc, même si on n'était pas pro-un tel ou pro-un tel, on disait, tiens, c'est toujours un vêtement qu'on faisait. Donc, on vous donnait ce tissu. Quand le pape est venu, il y a eu en Côte d'Ivoire, donc, effectivement, des tissus de ce type, des effigies aussi des chefs d'État, des effigies de hautes personnalités. Et ça s'est vulgarisé si bien que maintenant, il y a des associations, quand elles célèbrent leurs anniversaires, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont voir des fabricants en disant voilà, c'est le pagne. Ou c'est aussi devenu un symbole, puisque pour des mariages, pour des enterrements, des baptêmes, pour des cérémonies très très importantes, ça fait très chic d'avoir le même pagne. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se reconnaît, savoir si on est proche ou pas des personnes qui vont venir à cette cérémonie. Donc cet aspect commémoratif est presque comme un slogan social ou politique. Et chaque année, bien évidemment, le 8 mars, les pagnes oui, pour l'année de la femme. Vous avez parlé des Nana Benz. Je vous propose d'écouter un peu de musique de la star, la voix d'or du Togo. Nana Benzawo, Nana Benzawo, Nana Benzawo, mama. Nana Benzawo, yo yo. Kafu kafu ye denamino nana we. La meseye me bianamino nana benzo. Kafu kafu ye denamino nana we. Agbedidi ye me bianamino nana wola. Le très populaire King Mensa. Alors on parlait des Nana Benz, deux mots. Tout le monde connaît les Nana Benz. Ici, peut-être, on a un public. Ah non, je vois. Non. Nana Benz, qui en parle, Marie-Jeanne. Alors, les Nana Benz, ce sont d'abord des femmes. Les nanas, comme Nana vient du nom ghanéen. Non, ça veut dire le chef, le roi. Donc, les nanas, ce sont en principe les femmes qui sont à un certain niveau. Donc, les Nana Benz, ce sont des femmes, ce sont des commerçantes qui ont été les premières approchées par les importateurs de tissus wax.
Et en fait, ils ont fait le deal avec elles comme ça, en disant, voilà, vous allez être nos représentantes, vous allez vendre le tissu. Et elles ont construit un système pyramidal. C'est-à-dire, au-dessus de la pyramide, il y avait les nanas. Et ensuite, vous avez des revendeuses. Et les revendeuses avaient des revendeuses. C'est-à-dire, c'est un petit peu le système qu'on appelle tupperware. Mais le système des Nana Benz a existé depuis très longtemps. Si bien que, quand vous allez dans des marchés, parfois vous dites, mais elles sont concurrentes. En fait, non. Vous avez une revendeuse qui a un type de pagne et ensuite elle les distribue à toutes ces sous-vendeuses et des sous-vendeuses et sous-vendeuses. Et elles avaient un moyen de pression très très forte sur toutes ces populations commerciales, parce que quand vous ne vendiez pas bien ou quand vous n'étiez pas très très aguerri, en fait on pouvait vous enlever votre stock. Et il faut voir que sur chaque pagne, elle gagnait très peu. Et ce très peu devait être partagé avec autant de revendeuses. C'est-à-dire que quand vous gagnez parfois 1 euro sur un pagne, il fallait parfois le partager avec 10 revendeuses. Et vous savez que, bon, sur notre continent, on peut acheter une cigarette à l'unité. Donc là, c'était le même système. On proposait donc à des jeunes filles donc, de revendre des pagnes, mais simplement, si elles n'arrivaient pas à les vendre comme on voulait, eh ben, on leur enlevait finalement le pain de la bouche. Donc, et il faut voir aussi que les responsables administratifs donc des grandes marques de pagne étaient très très agressifs avec ces femmes. Et c'est comme ça qu'elles gagnaient leur argent, parce qu'en fait, elles reproduisaient le même schéma sur toutes les petites revendeuses. Donc, quand vous allez dans un marché, vous allez voir donc énormément, parce qu'il y a un partage finalement entre guillemets de la richesse, mais également de la marchandise. Mais c'est toujours une femme assez importante qui gère ça. Et elle n'était pas très nombreuse, hein, parce qu'en fait, le système des Nana Benz a été complètement localisé au Bénin, au Togo, un petit peu au Ghana, mais par exemple, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas au Gabon, il n'y en a pas au Congo, mais ça a été vraiment donc dans ces pays que ça a été focalisé. Certaines sont devenues de redoutables femmes d'affaires, enfin, d'où ce nom de Benz, puisqu'elles prenaient dans ces fameuses voitures de luxe. Voilà, en fait, le principe, c'était ça, parce que moi, j'en ai interviewé plusieurs, j'ai eu ce privilège, c'est qu'en fait, elles avaient plusieurs voitures, mais le dimanche, elles allaient à la messe avec leur Mercedes. Et la Mercedes ne servait que ça. Ou alors, quand le président passait, donc elle sortait la Mercedes. Mais la Mercedes était vraiment le symbole de leur réussite. C'est pour ça qu'on les appelait Nana Benz par rapport à la Mercedes-Benz. La mine, c'est un hommage que vous rendez aux Nana Benz avec le costume que vous présentez dans l'exposition. Il y a un costume féminin en wax et puis des billets sur comme motif qui sortent des poches. D'une certaine façon, parce que c'est vrai que dans les années, moi, en fait, je reprends toujours cette histoire autour des années 60-70, où le wax a été en fait un élément modernisateur, surtout pour les femmes en fait. Je pense que parce que la plupart, le commerce à l'époque était quand même détenu par les femmes, donc souvent ça a été en fait un moyen en fait d'émancipation assez important. Un moyen aussi assez, on va dire, d'incarner en fait la renaissance en fait de l'Afrique. Et puis il y avait quand même toute une industrie en fait qui est venue avec les années 60 pour créer pourvoyeurs d'emplois, et la plupart des emplois, en fait, souvent il y avait des femmes en fait qui travaillaient autour de ça. Donc c'était un peu vraiment un moyen pour les femmes qui a contribué à cette émancipation, à une nouvelle image en fait moderne. Moi je vois dans les années 70, bon, quand on voit les photos de Malik Sidibé, c'était toutes des trucs, les filles surtout, elles avaient des petites robes mini en wax, dans les booms, dans les trucs comme ça. Donc, et les mamans, bon, elles étaient quand même vachement habillées aussi dans les pagnes en wax, dans les camisoles, dans des robes un peu, vous voyez, les camisoles sont les hauts. Hein. Voilà, les hauts, ouais, les hauts, et puis voilà. Quand on dit camisole, donc, ici, on se dit, on pense, voilà, c'est psychiatrique.
Ouais. Donc, en fait, moi, c'est ça que j'essaie d'incarner, à chaque fois que j'aborde, en fait. J'avais fait toute une collection, justement, je crois que c'est 2015, où j'ai vraiment fait... on va dire all wax, c'est-à-dire j'avais défilé d'ailleurs à New York à l'époque et c'était vraiment ça quoi, c'était cette idée assez progressiste, tu vois, qu'a été le wax pour l'Afrique, parce que c'était non seulement, on va dire, en termes de réindustrialisation, de toutes les politiques en fait d'émancipation, et ça a été aussi un peu des supports de propagande. Notamment, on parlait de la journée des femmes, donc c'était vraiment le support privilégié justement pour célébrer les femmes, quoi. Leur commerce un peu peut-être périclité, non, par la suite, enfin, je sais pas, on en reparlera. J'ai une autre forme d'empowerment, c'est ça, des femmes, en musique, avec les Nana Benz du Togo. C'est le nom d'un groupe qui s'est formé il y a quelques années, qui est passé au Transmusical de Rennes, là, il y a peu. Quand je dis non, c'est non. Mais quand je dis oui, c'est oui. Tu dois me laisser tranquille. Si je n'ai pas envie de toi. Quand je dis non, c'est non. Mais quand je dis oui, c'est oui. Tu dois me laisser tranquille. Si je n'ai pas envie de toi. Autre sujet, autre débat. Quand je dis non, c'est non. Les Nana Benz du Togo qui travaillent avec des instruments de récupération. Et je ne vous ai pas présenté Marie-Jeanne Serba, quand on parle des femmes remarquables. Donc, Serbin Thomas, martiniquaise, n'est-ce pas, née au Sénégal, résidente en France, chevalière de la Légion d'honneur. Bravo. Hein, après avoir été la première femme noire éditrice d'une revue internationale francophone. Le magazine Brune, c'est l'une de vos nombreuses initiatives pour donner une image positive et dynamique, dites-vous, des mondes noirs à travers les femmes. Une vaste et louable entreprise. Depuis combien de temps ? 34 ans. À 34 ans, bravo. Et en préparant avec vous cette rencontre, j'ai senti que vous souhaitiez vous détacher un petit peu du côté sympathique et folklorique, justement, de la manière dont on cite les symboles et proverbes liés au wax, et qu'il vous importe plus de divulguer la créativité tous azimuts, dont témoignent aussi bien des tisserands dits traditionnels actuellement sur le continent africain que de nouvelles générations de stylistes. Mais vous n'échapperez pas tout de même à la question intime, à savoir quel souvenir personnel lié au wax avez-vous ? En avez-vous un ? Alors, j'ai un souvenir qui est très drôle quand on est une femme, mais qui n'est pas drôle du tout. C'était en Côte d'Ivoire il y a quelques années, et on avait une amie qui était un peu snob, et qui, ma sœur, organisait une fête, et cette amie, tous les jours, était là, ouais, elle a trouvé un super tailleur, elle a trouvé des super tissus. Vraiment, elle sera la plus belle à la manifestation que ma sœur organisait. Donc, et on disait, mais c'est qui ton tailleur ? Non, elle était chochotte, elle ne disait rien du tout. Et donc, ma sœur fait sa manifestation, un superbe cocktail chez elle, et elle avait changé les coussins. Elle avait changé les coussins, donc de son, si vous voulez, elle avait des canapés, elle avait mis des gros coussins en tissu pagne et tout ça. Donc il y avait plein de monde. Et cette amie chochotte, machin, qui arrive, et catastrophe, son vêtement était dans le même pagne que les tissus, que les coussins. Et en tant que femme passionnée de mode, je crois que j'aurais pu mourir ce jour-là si ça m'était arrivé, parce que c'était un tissu avec plein de couleurs, plein de fleurs et tout ça. Et tous les gens l'ont regardé, et tous les gens ont regardé le coussin. Et il y a un ami qui a voulu blaguer, mais qui a vraiment aggravé les choses en disant « Mais dis donc,
vous avez le même tailleur. Et c'était la... Donc, elle est partie. Elle a dit qu'elle était souffrante et tout ça. Mais ça s'est passé il y a longtemps, mais je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. Et pour une femme qui est très coquette, en fait, je pense qu'elle a dû passer au moins 15 jours à embêter son tailleur pour avoir la tenue parfaite. Et la tenue parfaite, c'était les coussins. Donc moi, c'est ça. Et à chaque fois, c'est pour ça que quand je vais dans un pays, je ne mets jamais du wax du pays. C'est-à-dire que si je vais à Abidjan, ce sera du wax du Congo ou voilà, j'ai le privilège de voyager fréquemment. Donc, mais je ne vais jamais, parce que je me dis, mais c'est pour quelqu'un en fait qui est tellement attaché à sa personne, qui est tellement coquette, ça peut être la catastrophe. Donc moi, c'est ce souvenir, donc ça m'a incité à la prudence. Et vous, merci Marie-Jeanne. Et vous, Soloba, alors, moi, un souvenir intime? Oui, alors très, enfin, c'est celui de ma mère. Hein, ma mère, comme toutes les femmes africaines, comme disait Lamine, est toujours très élégante. Et là, j'ai apporté avec moi une petite tunique, hein, une camisole que ma mère portait dans les années 70. Que vous nous décrivez en deux mots. Et puis voilà, on retrouve des broderies faites à la machine. Hein, et vraiment, ce pagne, j'aimerais beaucoup... on va dire pouvoir l'identifier. Il est de quelle couleur? Blanc? Alors, il est sur un fond blanc, le contrefond, pas du tout marqué. Et pas entre des osselets. Voilà, comme des osselets. Et puis, on dirait, voilà, en tout à cas, deux tons, avec un peu d'indigo sur le fond, puis le rouge qu'on retrouve. Et donc, c'est vraiment c'est unique, ces vêtements que ma mère a un peu partagé avec ses filles, ses 5 filles. Donc moi, j'en ai récupéré quelques-uns. Et quand j'ai pu m'acheter mes premiers wax, c'est reproduire ces vêtements que ma mère portait, et voire même dans les broderies. Donc c'est vraiment quelque chose lié à mon enfance. Et puis le deuxième, c'est au moment de ma dot. Voilà, j'ai découvert le motif fleur de mariage. Et donc j'ai dû me faire confectionner à Château-Rouge, aller voir une couturière pour me faire ma tenue. Et depuis, en fait, j'ai une affection pour ce motif qui, en fait, on le retrouve partout. Mais il y a des éditions limitées. Et donc, parfois, j'achète, je garde, et je n'ose pas couper ce tissu parce que je ne veux pas l'abîmer. Et Lamine, vous êtes lié à un wax particulier, à un souvenir? Non, mon souvenir, on va dire, le plus intime, c'est peut-être mes petites copines à l'époque, quand on allait chez les tailleurs se faire, c'est-à-dire quand les préparations de boom, quand on avait 13 ans, tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, ça, c'est... après, c'est vrai que il y a cette approche aussi, cette image en fait de nos mamans en fait qui est, celui-là il me fait plus penser aux années 60 même que 70, c'est-à-dire il y a eu un basculement à un moment quand c'est-à-dire les pays ont commencé à faire du tissu quoi, à fabriquer. Et je pense que ça correspond peut-être au début des années, disons milieu des années 60. Super. Alors, moi, je suis ravie de pouvoir mieux le dire. Mais bon, moi, je pense vraiment, c'est-à-dire c'est l'Afrique qui essaye de produire sa propre image. Tu vois, je pense, ça fait plutôt penser à l'époque des Malik Sidibé, quoi. C'est-à-dire l'époque où à Bamako, quand on faisait des booms. Le dimanche à Bamako? Non, c'était pas le dimanche. Là, le dimanche, c'est plutôt les mariages. Moi, je crois que c'est plus une façon, un lieu justement, bon, je ne peux pas dire d'encanaillement, mais c'est-à-dire de festif, quoi, mais très, c'était vraiment toute la jeunesse. Moi, je me souviens, j'avais 12-13 ans, quoi. Vraiment des petites booms là, d'écoliers, se retrouver entre bandes de copains et puis de copines, quoi. De gens on va dire de bonne famille, parce que c'est dans le quartier, voilà, tu vois, c'est déjà on invitait des gens aussi, bon, mais
moi, ça me fait plus penser à ça, c'est-à-dire des petites robes assez 70, tu vois, très courts, des petites camisoles, mais toutes simples, en mode débardeur. Chérie, regarde mon dos. Tu vois, reproduire, en fait, tu vois, avec une créativité insolente, quoi. Ça me fait plus penser à ça, moi. Et même mes grands frères sur des échasses, c'est des talons un peu à la mode Harlem, un peu. Marie-Jeanne Serbin, avec à travers Brune, et puis aussi vos conférences, vos voyages, vous êtes le témoin attentif de l'évolution d'utilisation de ce wax. Justement, vous nous parliez de ce wax qui peut habiller une femme et qui est passé dans le design aussi maintenant. Quelle vision vous avez de cette évolution, de cette internationalisation aussi de son utilisation? Alors là, on peut parler de mode. Alors moi, je dis qu'il faut faire très attention en fait quand tu parles du wax, parce qu'il y a un impérialisme du wax qui existe. C'est-à-dire que quand on parle de mode africaine, on parle wax, ce qui est totalement faux. Et je trouve que l'importance qu'on donne au wax, qui n'est qu'une réponse finalement esthétique à la mode, et au fait de s'habiller aussi, ne doit pas cacher la véritable création africaine, parce que le wax n'est pas africain, et ce n'est pas parce qu'on le consomme en Afrique essentiellement qu'il sera africain. Ce sont les Africains qui lui ont donné peut-être cette dynamique, cette densité, mais aujourd'hui le wax est produit en Hollande, parfois en Côte d'Ivoire. La plupart des usines textiles en Afrique ont fermé, et donc il y a déjà une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Donc le wax ne doit absolument pas masquer la créativité qui existe dans les tissus traditionnels africains. Et je vous ai emmené un pagne, qui est un pagne qui vient de Côte d'Ivoire, qui est un pagne baoulé, de l'ethnie baoulé, qui n'est pas... Et c'est un pagne de l'ethnie Bomi des Baoulés. C'est on peut décrire. Alors, voilà. Alors, ce sont des bandes Alors, ce sont des bandes de tissus qui sont tissées par des hommes. Il a fallu 3 mois pour tisser ce pagne, qui m'a été offerte par un roi, le roi des Bomi, Monsieur Daniel Yao Kwaku. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un pagne qui est normalement porté pour des manifestations, des cérémonies très très importantes, soit des donc on a des carrés jaunes, voilà, et d'autres. En fait, non, c'est exactement noir, le même pagne. C'est-à-dire au niveau du tissage, donc la trame est montée à ce qui est donc du blanc et également du bleu, et c'est en fait à travers le travail du tisserand, qui sont essentiellement des hommes, alors que par exemple au Burkina Faso, les tisserands sont des femmes. Donc, ce sont essentiellement des hommes, et je ne connais pas la symbolique, mais il y a une symbolique à travers donc la disposition donc des couleurs, non seulement des couleurs, mais également des formes qui sont sur ce pagne. Et ce qui brille, ce sont des fils de soie ou non? Alors, ce sont des fils d'or. Des fils d'or, oui, carrément. Ce sont des fils d'or. Les fils de soie, c'est plutôt pour le kente ou le kita, puisqu'il y a. Alors, en fait, les fils de soie permettent. Tissus, oui. Non, la soie permet au tissu d'être un peu moins rêche, d'avoir une espèce de souplesse. Parce que bon, c'est un tissu qui est quand même assez dur si vous le touchez. Donc la soie permet qu'on tisse, coton et soie, ça permet finalement au tissu d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable à porter, beaucoup plus facile à coudre si on veut faire un vêtement près du corps. Donc c'est surtout ça. Et l'utilisation de la soie est quand même assez récente, même s'il y a de la soie naturelle, donc par exemple dans des pays comme le Ghana, mais c'est une matière qui coûte très cher et qui n'est pas forcément utilisée, même si c'est pour un roi, donc de façon assez fréquente. Donc, là, on parle de tissus de luxe. Donc, voilà, ce sont des tissus en fait d'apparat. D'apparat. Forcément, c'est de luxe parce que ça coûte une blinde et qu'il est très grand et que bon, ça a mis du temps à être fait. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que le wax est important, c'est une réponse, mais l'Afrique traditionnelle avait des réponses. Et aujourd'hui, la plupart des créateurs qui marchent le mieux ne travaillent pas le wax. Quand vous prenez quelqu'un comme Pathé Ouedraogo, Pathé ne travaille absolument pas au wax. Aujourd'hui, vous avez la plupart des créateurs du Nigeria, surtout les hommes qui utilisent le tissu traditionnel. Ça peut être le kente, ça peut être parlons d'Imanaïsi. Imanaïsi, donc, qui est le premier à revendiquer finalement cette utilisation de tissus qui ont une signification. C'est-à-dire que moi, si je porte donc dans la région de Toumoudi, qui est au centre de la Côte d'Ivoire, ce tissu, les gens sauront qui je suis.
C'est-à-dire que c'est un tissu qui a une traçabilité absolument extraordinaire. Ça, non, et comment arrive-t-on à en faire un produit de peut-être plus grande consommation, avec une certaine facilité d'utilisation pour les couturiers? C'est la différence entre Hermès et Zara. Vous voyez, donc Hermès, si vous avez une liste d'attente de plusieurs mois, parfois plusieurs années, parce que c'est un tissu traditionnel, c'est un tissu qui demande effectivement donc un savoir-faire. Pour ne serait-ce que pour monter le métier à tisser, ça peut prendre plusieurs jours. C'est très long, ça peut prendre plusieurs jours. Donc, je ne pense pas que ce ne sont pas des tissus qui ont une vocation à être démocratiques. Parce que de toute façon, quand on voit le prix du wax, parfois vous avez des wax qui sont à 150 € le mètre. Donc, ça veut dire que si vous devez faire une tenue, donc c'est quand même assez cher, du wax. Et c'est un tissu qui est industriel. Donc, il faut voir que l'objectif n'est pas forcément donc de dire oui, on va en faire pour tout le monde de façon industrielle. L'objectif, c'est de dire que l'Afrique est un continent qui a une très forte créativité et que le wax n'est pas la seule référence. Et qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui est habillé donc d'une certaine façon, on va vous dire wax, alors que non, ce n'est pas du wax, ça peut être juste une cotonnade imprimée. Donc il faut faire très très attention à ça. Donc non à l'impérialisme du wax, c'est une réponse parmi les autres, mais les tissus traditionnels qui racontent quelque chose. Là, je vous avais emmené aussi de l'indigo qui vient du Sénégal, donc qui est tissé de la même façon, mais qui est fait, donc, si vous voulez, le traitement donc, de la teinture a une signification. Donc c'est tout ça qui est intéressant. C'est toute cette trame, c'est toute cette histoire que l'on raconte qui fait la différence avec le wax. Le wax est produit en Hollande. Il n'y a pas de designer. Il a été produit en Afrique, je crois, et au moment des indépendances, il y a eu quand même des entreprises qui se sont développées. Aujourd'hui, le wax est produit en Hollande et il n'y a pas de designer africain dans les équipes. Et ce sont des capitaux chinois qui sont majoritaires, non? Non, aujourd'hui, par exemple, la plus grande maison de wax appartient à un fonds d'investissement anglais. Et les Chinois Non, les Chinois font surtout qu'on appelle des copies, des fakes. Ils vous font donc un produit qui est de moins bonne qualité, parce que ce qui est intéressant avec le wax, c'est que vous pouvez le garder 30 ans, 40 ans, il ne va pas déteindre. C'est un tissu qui est un petit peu garanti en quelque sorte. Alors que ce qu'on appelle le fancy, c'est-à-dire un tissu qui sera d'abord, le coton sera de moins bonne qualité, l'impression sera de moins bonne qualité, et si ça déteint au bout de 3 lavages, il n'a pas coûté cher. Donc voilà. Donc, Lamine, voilà. Vous voulez intervenir, Badian Kouyaté? Non, mais bon, moi je voulais quand même ramener une certaine nuance à ce que Marie-Jeanne dit. C'est vrai que je pense que le wax a été quand même aussi un support de créativité, mais peut-être un peu plus populaire, parce que ça a donné quand même une certaine aisance et ça a permis en fait de développer toute une filière, en fait tout un savoir-faire aussi, plus axé sur les quartiers, sur les gens, sur la vie de tous les jours, quoi. C'est-à-dire les gens allaient, même jusqu'à présent, quand il y a des mariages, les gens vont chez le tailleur avec leur pagne. Bon, on va par exemple sur des scènes de mariage où tu as tout le monde, ce qu'elle disait, c'est que il y a quand même eu une industrie, mais qui est en train de renaître en fait. Aujourd'hui, il y a toute une industrie sur le wax en fait qui est en train de renaître. En même temps, cette qualité, en fait, moi je suis pas sûr que le wax soit pas un tissu de qualité. Vous l'utilisez depuis le début de vos créations, Lamine? Moi toujours, ouais. Moi j'ai toujours utilisé du wax. Oui. Mais c'est vrai, même là, moi j'essaie d'apporter une idée plus fraîche, plus portée sur la jeunesse, parce que moi c'est ce qui m'intéresse en fait. Lamine Badian Kouyaté, que je n'ai pas présenté non plus, qui là par exemple, à la moitié des années 80 elle a débarqué du Mali, n'est-ce pas? A fait des études d'architecture. Je me demandais si c'est ça qui l'avait influencé pour adapter ses vêtements aux formes des femmes. Ça a commencé avec des vêtements de récupération d'ailleurs, des survêtements, du lycra, et puis vous avez ouvert vos créations. Oui. Un grand nombre de tissus, un grand mix, comme on aime le dire à Nova. Là, nous, on voit la collection. Là, par exemple, 25, il y a tout. Il y a le wax, il y a tous les tissus dont Marie-Jeanne parle. C'est-à-dire, là, par exemple, à droite, c'est le faso d'Anfani. J'ai fait
c'est des tissus avec des rayures, c'est du tissetin, et au milieu c'est du bogolan. Donc et c'est des tissus qui viennent du Mali, qui c'est assez emblématique des tissus Bambara. Et là, c'est du pur wax. Bon, mais là-dedans, il y a une symbolique aussi, c'est le temps. Je veux dire que l'Afrique a quand même apporté une certaine créativité très forte sur justement la symbolique, sur tu vois l'évolution en fait des sociétés. Donc c'est les wax sortaient aussi avec une certaine actualité, avec un certain mouvement en fait. Ils s'adaptaient vraiment au mouvement des populations. Ça a décliné avec les accords. Ça a décliné dans les années 80 avec les privatisations forcées, comment on appelle, les programmes du FMI qui ont obligé les États à en fait asseoir en fait toute leur politique d'industrie. Ouais, ils ont donné ça en fait, ce qui fait que pour les gens qui ont repris en fait, on n'avait ni la compétence ni les volontés en fait. Du coup, ça a périclité, c'est comme ça. Mais sinon, quand on voit, moi j'ai des tas de tissus à l'époque que je garde encore de ce Tiba Saint-Pafri qui était le Sénégal, même la Comatex. Il y avait tout un truc, ils faisaient même du tricotage. Il y avait vraiment une industrie florissante à l'époque qui était quand même ultra créative et qui était aussi basée sur les tailleurs. Il y avait quand même très très fort. Aujourd'hui, il y en a dans tous les coins de rue, mais qui ne dorment pas d'ailleurs, qui travaillent à H24. Revenons au moment des fêtes. Mais bon, ça permet, je pense que les gens qui viennent avec leur... Et puis ces tailleurs, bon, ils ont quand même des références, on va dire, ils viennent prendre leurs références dans les papiers glacés, dans les magazines et tout, mais ils rapportent ça en fait. Il y a quand même une couture, quoi. Bon, moi, je suis plus... Bon, j'ai une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable, même que ces tailleurs-là, mais j'adore leur travail. Je trouve que c'est des gens qui ont quand même une certaine créativité qui est bon, comme c'est populaire, donc il y a une espèce de déni en fait. Bon, on regarde du nez, mais mais il y a un déni, alors que c'est des gens en fait qui sont très très forts. Revenons aux tissus, aux autres tissus, et notamment au bogolan. Je parlais tout à l'heure de doudoune en bogolan, par exemple. Est-ce que nous avons la musique des chasseurs pour écouter ceux qui les portaient ou qui les portaient en priorité? Wasurunga yangu ni fokono akono nunganyeza ne kafa tunzo diwa wasukono mandinyede ai muna wangayano yelaro wasukono mandite sukodo yenguyano sukodo wasukono mandiza. Fally Diakité rend hommage d'abord à Toumani Koné, qui était un conteur, poète, virtuose du luth ngoni. Et puis c'est un hommage à cette confrérie animiste des chasseurs qui portent le bogolan et se transmettent de grandes connaissances de la culture bambara, quoi. C'est ça, c'est le bogolan. En fait. Alors souvent on ne sait pas ce qu'on porte, puisqu'il y a l'esthétique, le grain du tissu, mais quand j'apprends que le bogolan artisanal est chargé d'une histoire, parce qu'il est réalisé avec des applications de boue, d'argile ferrugineuse provenant des marigots où se promènent les caïmans qui sont les intercesseurs entre les morts et les vivants. C'est intense, c'est chargé, n'est-ce pas? Oui, bon, en fait, il y a une pratique ésotérique peut-être, c'est-à-dire quand on regarde ce qu'on appelle les donceaux, et puis bon, c'était parce que eux, ils armaient en fait toute leur tenue avec des amulettes, des miroirs, des trucs. Il y avait tout un jeu en fait de camouflage et en même temps de protection.
Donc, alors maintenant, il y a du bogolan différent. Voilà, hein, alors du maintenant, le bogolan dont on parle, bon, il y a eu toute une évolution. Voilà, il y a toute c'est-à-dire, une on prend les évolution, motifs, voilà. mais on prend les motifs, on peut-être que imprime. les significations sont peut-être un peu plus estompées, mais il y a quand même toute une calligraphie même. Hein, donc, il y a toute une écriture, en fait, qui est, bon, que je pourrais pas expliquer. En fait, oui, peut-être que toi. Oui. En fait, c'est vrai que quand j'entends la musique des donsos, en plus, il parle du Wassoulou, qui est vraiment, on va dire, le lieu des donsos. Hein, mais on peut parler aussi de plusieurs formes de borolan. Il y a le borolan vraiment des donsos qui n'aura pas forcément ce genre de motifs à valeur idéogramme. Et il y a justement ces borolans finis, faits par les femmes. Hein, et qui sont en fin de compte qui ont vraiment cette valeur idéogramme et avec différents niveaux de lecture. Et c'est vrai que le borolan va recueillir ce qui sort du corps. Ça peut être les menstruations, le sang. Ça peut être aussi la transpiration du chasseur, etc. Donc, et c'est vrai qu'il y a des motifs qui sont sacrés et les codes de lecture, on ne les a pas forcément. Hein. Et puis, il y a ceux, parce qu'il y a des recherches qui ont été réalisées, auxquelles on a accès. Mais c'est vrai que c'est un textile à forte charge cultuelle et culturelle. Solobas, je vous ai demandé quel tissu vous tenez à cœur, et vous êtes venu avec des tissus de chez les Degons. Oui, c'est bien alors, ça je sais et pas même avec... d'avant les Degons. Oui, les Télèmes. Hein. Ouais, les Télèmes. Alors, c'est pour vrai parler que de l'indigo, non de l'indigo, parce que moi je suis une folle d'indigo. Hein, vous voyez, il y a de l'indigo sur moi. Et en fait, pourquoi le tissu Dogon? Parce que les Dogons disent que être nu, c'est être sans parole. Et je trouve que ce lien entre tissage, parole, résume vraiment ce que le tissu en général en Afrique porte comme message. Et les Dogons expliquent justement comment la parole est née, comment elle a été apportée parmi les hommes. Ils expliquent que c'est un être divin, le Nomo, créé par le dieu Amma, le dieu suprême des Dogons, qui en fin de compte, par sa mâchoire et sa langue fourchue, a tissé des fils de chaîne et de trame, donc, et apprenant ainsi, transmettant la parole aux hommes. Donc c'est vraiment, le wax, on peut ne pas être d'accord, etc., mais quelque part porte cette parole. Tous les textiles, comme disait Marie-Jeanne, portent de la parole. Et comme on est dans la région de Bandiagara, au Mali, il y a des grottes funéraires où vivaient donc les Télèmes. Télèmes veut dire ceux qui nous ont précédés en Dogon. Et le Dogon, là, on a un textile qui date du XIe siècle. Donc ça veut dire qu'il existe une longue tradition de tissage, de teinture, et on peut écrire une histoire dans ce centre de l'Afrique, une histoire du textile. Donc, pour revenir qu'effectivement, le textile africain est vraiment chargé d'histoire. Oui, on se rend compte qu'il existe une infinité de tissus méconnus. Alors, le ndop, par exemple, aussi, chez les Bamileke, les Bamoun, les Wukari de l'ouest du Cameroun, des assemblages de bandes de coton qui sont tissées, ligaturées, hein, c'est ça, oui. avec du raffia, selon des dessins qui ont été conçus, des motifs qui sont chargés de sens. Et puis teint à l'indigo. Alors, c'est différentes étapes qui associent différentes populations du pays, puisqu'à chacun sa spécialité. Oui. Et ce qui montre aussi qu'on n'était pas dans un cercle traditionnel fermé, mais qu'au contraire, il y avait des échanges entre ceux qui font le tissu de base, la cotonnade, ceux qui le dessinent, celles qui cousent, qui ligaturent avec le raffia, puis ça repart pour les bains d'indigo, et ça revient oui, c'est vrai qu'on n'imagine pas que tout le travail, voire plusieurs mois, pour réaliser des pièces, on va dire, d'apparat. Hein. Là, on a des tenues d'apparat qui appartiennent soit à des notables, soit à des rois, ou encore à des sociétés secrètes. Des textiles qui peuvent être utilisés dans des cérémonies, qui peuvent être utilisés comme linceul aussi.
ça il ne faut pas l'oublier. Donc, mais donc qui porte aussi du texte. Du texte ou encore vont comme un microcosme de l'organisation de la chefferie. Donc effectivement, ce sont des textiles comme l'Iduma de la Fondation Gacha qui en parle vraiment très bien dans un ouvrage dédié au Ndop. Et on constate qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des imprimés Ndop et une démocratisation, tout comme pour le Borolan. Le Borolan, il y a une démocratisation puisqu'on va l'imprimer avec des pochoirs. Et pour le Ndop, comme on le présente dans l'exposition, il y a une créatrice, Adina Tanke, qui montre, qui travaille uniquement avec des textiles produits sur le continent. Elle peut travailler du Ndop, mais aussi des imprimés Ndop, qui sont les fameux fancy. Donc on voit une démocratisation de ces textiles sacrés aussi et réservés à une élite. Sans que ça ne pose de problème justement à ces chefs, assez traditionnels. Non, mais juste pour dire qu'il y avait quand même une tradition forte sur le textile. Bon, et tu vois, et quand le wax est arrivé, évidemment, moi, ce que je dis, c'est que l'Afrique s'en est emparée en fait. Donc, il a traduit de 1000 façons, mais il a traduit à sa façon. Donc et ça a commencé, je pense, avec le Ghana. Mais après, ça s'est complètement démocratisé dans toute l'Afrique, quoi. Donc, c'est vrai que bon, Vlisco, c'est un peu. Il y a Vlisco, il y a AB. C'est les grandes sociétés. Les grandes sociétés britanniques. Du wax, et, on est revenu au wax. Et puis Vlisco, qui sont venus avec la révolution industrielle. Mais il y a aussi Sotuba Saint-Afrique, Comatex, il y a Uniwax en Côte d'Ivoire. Enfin, qui ne font pas d'une dope ou du... non, mais je veux dire, on peut il y a une approche plus industrielle. C'est vrai que maintenant, c'est-à-dire, il y a quand même avec Thomas Sankara, qui a vraiment donné une impulsion aux pratiques traditionnelles, notamment le faso d'Anfani, avec les systèmes de tissage. Et du coup, ils ont vraiment travaillé à faire évoluer toutes ces techniques. En imposant aussi aux personnes de la fonction publique de le porter. Bien sûr. Ouais. Non, mais je pense que imposer, certes, mais ça a quand même dynamisé, ça a donné une créativité nouvelle. Tu vois, ils ont élargi les métiers, on est passé des petites bandes à des métiers plus larges. Ça a quand même aidé à développer toute une filière qui aujourd'hui est ultra dynamique. Oui, justement, par rapport à ce que dit Lamine, par rapport au Burkina Faso, au Faso d'Anfani, il y a aujourd'hui, vraiment pour dynamiser, ils vont même créer des labels. On va protéger. Et je pense au coco d'Onda, le fameux coco d'Onda. Et aujourd'hui, j'ai mis du coco d'Onda mélangé avec du baoulé. Et le coco d'Onda, c'est quoi? C'est vraiment ces teinturières. Donc, à Bobo du Lasso, ce tissu que je porte au début, qui était, on l'appelait le pagne de mon mari est au chômage, où il ne travaille pas. Et comment c'est Sébastien Bamenzo, Basemo, voilà, exactement, qui en fin de compte a donné une connotation beaucoup plus positive à ce pagne. Et aujourd'hui, voilà, le coco d'Onda, qui est vraiment la fierté identitaire aussi parmi des textiles. Donc, nous terminons presque cette rencontre sur quelques notes positives, mais j'ai aussi une surprise en demandant à une personne du public qui s'appelle Sylvie Bayonne de nous rejoindre avec un tissu dont on n'a pas parlé et qui mérite aussi d'être valorisé et qui reste peut-être trop dans l'ombre. Sylvie, bonjour, opératrice culturelle, directrice de Matombi Productions et créatrice du festival itinérant Soul Power Congo, c'est ça ? À Pointe-Noire, en République du Congo et dans d'autres lieux à venir. Alors, sur ma demande, elle a abordé une belle pièce textile. Nous avons montré au public et que vous allez décrire à nos auditeurs. Bonjour, merci.
Merci Bintou pour cette invitation. Merci à tous pour toutes ces histoires sur nos tissus africains. Et moi, j'ai ramené donc une pièce de raffia. Enfin 2 pièces de raffia différentes. Donc la première pièce qui est ici, c'est la pièce en fait de chez qui vient de RDC, chez les Kuba, parce que ce sont en fait une technique un peu différente de celle du Congo-Brazzaville d'où je viens, où ils superposent en fait différentes pièces de raffia qui ont été teintées au préalable, et ce qui donne en fait une vision un peu en 3D du tissu. Et bien sûr, ça apporte aussi un peu les différentes couleurs naturelles, les teintures naturelles qui peuvent être utilisées pour donner ce rouge ocre qui est ici ou ce jaune safran qui est là. La couleur beige qui est ici est donc vraiment le tissu original, je dirais, le raffia original. Et puis là, c'est de la teinture un peu, je pense qu'on repart sur ce qu'on disait tout à l'heure avec les teintures à base de boue. Je vois que Marie-Jeanne s'est redressée. Peut-être qu'elle a envie de rajouter quelque chose. Ce ne sont pas des velours du Kasaï, n'est-ce pas? J'ai pas Ce ne sont pas des velours du Kasaï, c'est une autre technique. Des Dogons, oui. Vous connaissez les velours du Kasaï? Oui, voilà, c'est pas la même technique. Ce ne sont pas des velours du Kasaï, c'est une autre technique qui est utilisée avec les raffias. Oui, oui, c'est pas. Mais j'ai pas dit Kasaï, j'ai dit Kuba. Oui, mais quand on voit un petit peu ces types de motifs qu'on trouve surtout en RDC, en fait, ils ont une technique de tissu qui est quasiment en relief et qu'on appelle les velours du Kasaï, qui sont très prisés. Et donc, les tissus sont tissés avec des fibres végétales, donc il n'y a que du végétal. Ensuite, c'est arasé, brûlé. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a non seulement du relief, mais aussi on a de la couleur qui apparaît, enfin des couleurs de terre, hein, du noir, du brun, du brun, marron, oui. Et qui est absolument fabuleux. C'est vrai, j'ai une pièce comme ça, et en général c'est des carrés. Et bon, je ne l'ai pas ici, je l'ai au Congo. Et ce sont des pièces qui ont quel rôle, qu'on utilise maintenant, dans quelles circonstances, en 2 mots? En fait, j'ai envie de dire que le raffia, c'est le fil entre le visible et l'invisible, parce qu'il est vraiment en fait utilisé aussi bien dans les royautés, parce que en fait les rois Loango, Téké portent le raffia, le mettent en avant. C'est également ce qui constitue les toques qui sont portés chez tous les dignitaires du royaume, pour protéger justement de tout ce qui peut être négatif à l'extérieur. Et c'est également utilisé dans tout ce qui est en fait la vie, qui est lié à la vie, c'est-à-dire les mariages, les décès, les moments très importants de la vie quotidienne au Congo. Le raffia est présent. Et dans la haute couture d'un Iman Aïssi, par exemple, mais pas dans le prêt-à-porter, si? Dans le prêt-à-porter, je ne connais pas, mais ce que je sais, je ne pense pas encore, peut-être que c'est à venir, mais en tout cas, lorsqu'il y a un mariage chez nous, on utilise beaucoup en fait ce raffia pour constituer les tenues des personnes qui vont être, par exemple, ma sœur, lorsqu'elle s'est mariée, tout ce qui était autour du trône sur lequel elle est assise était en raffia, et le tapis sur lequel elle devait marcher avec son époux aussi. Donc, c'est vraiment en lien avec aussi bien la protection, mais également aussi tout ce qui est en lien avec je dirais, la connexion avec les ancêtres. Et depuis le XIIIe siècle, en fait, ce tissu a été conçu, et il a été un peu détrôné par le coton ramené par les esclavagistes, mais il a continué tout de même à être cousu par des tisserands, et il représente également un peu la cosmogonie Congo dans les signes qu'on peut retrouver sur certains. Là, je ne les ai pas tous, j'en ai ramené juste 2 pièces, mais certains signes sont en lien avec la cosmogonie Congo. Et donc forcément fait le lien aussi avec la spiritualité. Et ce qui est vraiment, en fait, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire par rapport à ce tissu qu'on ne connaît beaucoup moins bien que les tissus comme le golan, etc., c'est que c'est un tissu qui est très important en fait pour notre culture. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, il n'est pas en voie de disparition, pas du tout. Il est toujours bien évident dans la culture traditionnelle Congo, mais c'est vrai qu'il n'est pas en fait à la mode. Voilà. Et, mais il y a des stylistes comme par exemple Adriana Talansi, donc, qui est de Pointe-Noire, qui l'utilise très bien dans des costumes où elle ajoute du raffia, où elle fait aussi des tenues complètement en raffia et qui sont tout à fait portables tous les jours et qui sont vraiment magnifiques. Ouais, voilà. J'adore cette artiste parce qu'elle apporte des couleurs aussi, le teint, des trucs assez... Merci beaucoup. Assez fortes. Merci. Ouais. On fait des accessoires. Aujourd'hui, on fait des accessoires avec le raffia, comme voilà, par exemple ce sac que je suis en train de monter ici. Voilà. Des couleurs un peu inhabituelles.
Bravo. Un sac violet. Ouais. Un peu de musique et puis peut-être quelques questions. Un morceau qu'a choisi Marie-Jeanne, Serbin Thomas, Fally Ipupa, Hommage aux femmes. C'est parti. Long life to the queen, baby. Mon amour, femme africaine. Mama ya bana yo de bolingo papa. Atana liputa vlisco na suki ya maboko. Mon amour, kitoko, prestance, charisme, la classe, élégance. Yeah. Mieux que toi n'existe pas, baby. Non. Shout out to all African queens. Salami palais, car tu le mérites, maman. Nalula yo na mongono. Le même jour na pantalon. Nalela yo na baroque na bajupe. Le jour où l'attaque il pour ta visco. Na poyaki mayanga. Na poyaki mayanga. Na poyanga. Du Vlisco, justement, la grande société donc, textile avec laquelle travaille Fally Ipupa, n'est-ce pas? Oui, Fally est l'égérie de la dernière collection Vlisco. Et sa chanson est un hommage aux femmes, un hommage à l'amour qu'il a pour les femmes. Et avec des musiques qu'on écoute à l'intérieur du morceau, des musiques moutouachi qui rappellent d'ailleurs Tchalamwana, Oui, qui dansait très bien ce genre, avec des pagnes enroulées autour des hanches. Avez-vous quelques questions à nos invités? Nous avons un micro, voilà, en vous présentant, si vous voulez. Oui. Bonjour. Alors moi j'aurais une petite question sur l'aspect économique en fait du wax ou de ce qu'on a dit sur la démocratisation des tissus en fait. Et je voulais savoir, de ce que je comprends de ce qui a été dit, donc le wax a été pour partie produit en Afrique à partir des années 60-70 aux indépendances, mais donc aujourd'hui c'est un tissu qui est uniquement, de ce que j'ai compris, fait en Hollande. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour avoir un tissu africain de grande consommation? Voilà, c'est pour un peu mieux comprendre l'aspect économique du wax, comment ça fonctionne, où est la création de richesse et de valeur, et si en fait, est-ce que c'est vraiment un produit qui est uniquement importé ou est-ce qu'il y a aussi une production africaine locale? Merci. Je peux répondre si vous voulez. Alors en fait, il faut voir que dans les années 60, 50, 60, il y avait des usines textiles en Afrique, dans tous les pays d'Afrique. Quasiment 99% de ces usines textiles ont fermé. Mais elles ne faisaient pas que du wax, elles faisaient aussi tout type de textile. Par exemple, à Gonfreville, en Côte d'Ivoire, il y avait une usine dans les années 70 qui faisait de très beaux textiles et elle faisait également des textiles pour des sociétés comme les Trois Suisses, La Redoute, mais également Habitat. Donc cette société n'existe plus parce qu'il y a eu des problèmes techniques et qu'ils n'ont pas résolus. Donc pour revenir au wax, aujourd'hui, à part, je crois, une usine qu'il y a au Ghana, une usine qu'il y a en Côte d'Ivoire, tout le reste de la production vient de Hollande. Tout le reste de la production vient de Hollande. Ce sont des sociétés hollandaises. Par exemple, Woodin, qui est une filiale de la société Vlisco, donc qui est quasiment le leader sur le marché. Woodin est installé en Côte d'Ivoire, mais ça appartient à une société hollandaise. Il y a donc au Ghana une petite structure qui existe. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il faut voir que vous avez en Afrique des pays qui sont producteurs de coton. 90% de ce coton était exporté en Chine et ensuite la Chine nous envoyait le produit textile fini. Aujourd'hui, vous avez des pays comme le Bénin qui ont décidé que plus de 60% de la production de coton allait rester sur place. Ils ont fait des accords avec un groupe indien qui a ouvert des usines et aujourd'hui, le coton béninois sert à créer des t-shirts notamment et également des pantalons, mais qui sont surtout destinés à l'export. Ça, c'est une première chose. Au Bénin, vous aviez aussi ce qu'on appelle le kanvo. Le kanvo, c'est un textile traditionnel qui existait là-bas. Et depuis peu de temps, en fait à peu près moins d'une décennie,
il y a des ministres qui se sont intéressés parce qu'il y a des créateurs qui ont commencé à dire oui, on veut aussi, c'est une revendication identitaire, on veut aussi que les choses viennent de chez nous et que nous ne soyons pas seulement des consommateurs, nous soyons aussi des acteurs de cette filière textile, parce que il y a très peu d'acteurs de cette filière textile sur le continent qu'on voit. Les grandes usines qu'il y avait en RDC n'existent plus, et dans tous les pays, en fait, c'est la même chose. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il est lucratif aujourd'hui, est-ce qu'il est rentable de lancer des usines textiles quand vous avez la concurrence de pays comme la Chine, mais également comme l'Inde, ou même des pays comme finalement la Hollande. Donc le problème se pose. Il n'est pas sûr que la question soit oui, mais la réponse qu'on pourrait donner, c'est que la question du textile devient une question de soft power. Et les gouvernements commencent à s'y intéresser. Il y a des fibres textiles et des motifs qui commencent à avoir une notoriété internationale. Le kente, par exemple, a été mis au rang de patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous avez le pagne baoulé. 2024. Voilà, le pagne baoulé en 2023 a été mis au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous avez donc le lépi du Ghana qui a reçu une homologation au sein de l'OADA, qui est l'organisme qui décide un petit peu, si vous voulez, des lois au niveau panafricain et surtout du droit, du droit tout ce qui concerne les plagiats et tout ça. Donc, ils ont reçu ça. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez d'un côté la concurrence de produits qui sont tellement moins cher parce que produit à des quantités phénoménales par une main-d'œuvre qui est beaucoup moins payée. Et deuxièmement, vous avez aussi le côté de la fripe, c'est-à-dire le problème de la fripe, c'est-à-dire que les fripes qui viennent d'Occident sont aussi un mode pour les jeunes Africains, mais pas seulement pour les jeunes, de s'habiller. Donc, quand on pense à habillement aujourd'hui, on voit le coût économique. Quand le textile que je vous ai montré là, je ne sais pas combien il coûte, mais facilement 200 à 300 €. D'accord, ouais. Uniquement. Donc, et la fabrication, en fait, n'est pas rentable parce qu'il faut plus de 2 mois pour le faire. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, la question n'est pas résolue parce que l'environnement africain dépend aussi de l'environnement international. Donc, vous ne pouvez pas dire, je vais faire mon usine. Voilà. Il y a par exemple, vous avez l'Éthiopie. L'Éthiopie était producteur de coton. Il y a des usines textiles donc asiatiques qui sont venues en Éthiopie. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre en Éthiopie est moins chère qu'en Asie. Donc, mais ce qui se produit en Éthiopie ne reste pas en Éthiopie, il est destiné à l'export. Il est destiné à Zara, il est destiné à toutes ces sociétés-là. Donc, en fait, il faut voir aujourd'hui qu'économiquement, il n'est pas sûr que faire des usines textiles soit rentable donc sur le continent. Par contre, valoriser les produits traditionnels qui ont une forte culture, là oui, ce sont des éléments de soft power qui peuvent amener finalement... Et avoir le copyright et ne pas se faire voilà. Donc, pirater. Qui peuvent être intéressants à peut-être Soloba, merci Marie-Jeanne Serba. Soloba, et puis peut-être une autre question. Non, c'était juste par rapport à la réponse du monsieur, c'est par rapport à l'origine juste, parce qu'il y avait cette confusion pour savoir à quel moment le wax hollandais a été intégré. Donc en fin de compte, le wax hollandais, c'est fin 19e, on est au milieu du 19e siècle. Ensuite, effectivement, comme le dit Marie-Jeanne Serba, il y a eu donc ces industries africaines post-indépendance qui ont lancé. Aujourd'hui, si on prend à l'heure actuelle, même si effectivement beaucoup ont fermé Sotiba, etc., je prends la SICAM, la coton industriel du Cameroun, qui essaye de relancer l'industrie donc du textile industriel en Afrique. Et il y a que j'ai apporté avec moi ce textile, en fait, compte. Marie-Jeanne a parlé de Gonfreville et justement il y a celui-ci qu'on vient de m'offrir qui a été édité par Gonfreville Côte d'Ivoire et que ce soit au Cameroun, que ce soit ou encore en Côte d'Ivoire, les motifs qui sont utilisés, là on a un motif de pagne dida traditionnel. Donc ces industries africaines
veulent produire du textile africain avec du coton africain et avec des motifs africains. Là, à l'origine, c'était un textile en raffia. Donc, vous parliez du raffia. Là, on a un textile sur une cotonnade, un fancy, donc imprimé. Mais voilà, il y a quand même cette volonté de relancer les industries africaines, même si, effectivement, ça reste encore... Une autre... Merci. Une autre question pour que tout le monde s'exprime. Oui, bonjour, mesdames. J'avais une question pour Madame Serbin. En tant que martiniquaise, je voulais vous demander si on peut faire une histoire, un parallèle entre l'histoire du wax et du madras. Réponse courte, Marie-Jeanne, si c'est possible, réponse courte. Oui, en fait, ce sont des histoires coloniales. Le madras a été importé par les travailleurs indiens qui sont arrivés aux Antilles pour supplanter, si vous voulez, les travailleurs antillais, autochtones, au moment de la libération de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. D'accord ? Ce sont des populations qui sont venues donc souvent de Madras, de Pondichéry, de Chandernagor, qui ont été installées donc en tant que main d'œuvre moins chère. Donc aux Antilles, et qui ont laissé cette habitude de même, qu'ils ont laissé donc le Colombo, ils ont laissé un certain nombre de choses, mais le Madras venait donc de la ville de Madras. C'était vraiment parce que, en fait, il n'y a pas d'industrie textile aux Antilles, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'usine. Donc, ce qui se passe, c'est que ce sont des tissus d'importation qui ont été emmenés souvent après par ce qu'on appelle des Syriens, alors que parfois ils n'étaient pas Syriens, c'était un nom générique qu'on leur donnait. Donc, parce qu'ils avaient la plupart des boutiques de tissus, donc ils étaient des importateurs. Donc voilà. Donc c'est à peu près la même chose. Simplement. Ils se sont carrés et anisés. Voilà, simplement. Quand vous allez par exemple dans les Antilles anglaises, anglophones, vous n'avez pas le madras qui a une espèce de prédominance comme ça, d'accord ? Alors que le wax, c'est dans toute l'Afrique où ça a envahi, en fait, ça a même étouffé la créativité locale. Donc on peut dire qu'ils ont la même origine, c'est-à-dire ce sont des tissus qui sont exogènes aux populations, mais ces populations sont devenues aussi des Antillaises, puisque les Indiens il y a des Indiens qui sont Antillais, donc ça a la même origine, mais simplement aux Antilles, étant donné qu'il n'y avait pas une tradition véritablement textile locale, peut-être chez les Arawaks, mais je ne connais pas trop ce pan de l'histoire. Si je la connais, je ne connais pas cette partie, si vous voulez, au niveau des textiles. Donc, on peut dire que l'origine est la même, mais peut-être qu'aux Antilles, étant donné qu'il n'y avait pas une industrie véritablement, les dégâts ont été moindres. Voilà. Merci. Une autre question ? Donc... bonjour. Madame et monsieur ensuite. Bonjour, donc je m'appelle Alice Si, moi je suis créatrice depuis 2 ans à peine. J'ai ma marque, sont des kimonos que je fabrique, produits à Paris à partir de stocks de tissus. Déjà, merci déjà pour cette conférence et toutes les interventions. Et ma question, en fait, ça rejoint la première question qui était, c'est lié à l'économie pour la première question. Moi, il y a aussi par rapport peut-être aux mentalités. Est-ce que le wax, qui est depuis une bonne dizaine d'années tellement mis à la mode, est synonyme aussi de fierté pour tout le continent? Est-ce que aussi les tissus traditionnels, vous avez évoqué aussi, je sais pas si on un peu le renouveau. Est-ce que comment les rendre aussi, j'allais dire, populaires et fiers, sans pour autant parler de la partie économie, hein. Merci. Lamine, peut-être, de manière courte. Je pense que ça dépend aussi des créateurs, des gens comme toi, comme moi, qui vont amener aussi cette touche justement d'aujourd'hui, contemporaine. C'est-à-dire que si on ramène pas, moi par exemple, j'ai fait toute une collection, mais en restant dans l'idée du prêt-à-porter. Après, la couture, c'est autre chose. Moi, je fais pas de la couture. Je fais vraiment du prêt-à-porter.
même s'il y a énormément, je fais plein de séries de pièces uniques, je fais beaucoup de récupération. Même ce que je porte, c'est des banderoles de l'UNSA. C'est un syndicat. Bon, c'est des choses que moi ils utilisent une fois, après qu'ils jettent. Donc moi, j'ai récupéré ça. Mais je pense qu'il faut ramener aussi tous ces tissus, toutes ces pratiques, les moderniser et puis leur donner une nouvelle vie, quoi. Et c'est ça, moi, des vieux trucs que je prends, même si c'est plus à la mode et que je les ramène à la vie d'aujourd'hui, je pense que ça va, parce que ça a une valeur. Moi, je voyais mes tantes en train de filer le coton, quoi. Donc, même les couvertures, quand j'étais gosse, c'est mes tantes, ma grand-mère qui filait le coton, qui amenait ça chez la teinturière, qui teignait le fil, et puis après qui amenait chez le tisserand. Donc, moi, j'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, on a des métiers. Je veux dire, tout est là. En fait, c'est le progrès qui va amener je pense, hein. Merci. Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose. Non, elle n'est pas sûre. Hein? Ah bon? Au micro, si vous oui, tant qu'à faire. Et puis, monsieur derrière ensuite. Ouais. Non, parce qu'en fait, je disais que si ça devient un petit peu industriel, ça enlève vraiment le caractère du tissu, en fait. Alors, vous trouvez que les imprimés Bogolan d'aujourd'hui ne sont pas... Par rapport à la question, c'est-à-dire que le wax, ça y est, c'est bon, c'est ancré. Oui. Voilà, on peut en trouver même à 5 € au marché. Voilà, c'est ce que je porte. Ouais. C'est les moyens du bord. Ouais. Et on peut trouver du wax à 150 €. Maintenant, est-ce qu'on a tous les moyens d'avoir du wax à 150 € ou est-ce qu'on a tous les moyens d'avoir un tissu? Moi, je vais parler pour mon cas, par exemple, le pagne Mandjak. Le pagne Mandjak, c'est un travail d'orfèvre, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de long et nous, on va l'avoir. On va se tuer pendant 1 année, 2 ans parce qu'on sait le pourquoi on le porte. C'est une symbolique, ça a son caractère. Et du coup, si c'est industrialisé, pour moi, ça enlève quelque chose. Non, mais la problématique n'est pas, c'est pas là. C'est-à-dire que tant qu'il y a une créativité derrière, parce que le pagne Mandjak d'aujourd'hui, c'est pas le même que nos grands-mères portaient, même si ça vient d'une pratique en fait. Mais simplement, il faut que cette pratique continue de vivre et qu'elle s'intéresse aussi à ses contemporains. Par exemple, avant on mettait du fil d'or, aujourd'hui peut-être qu'on va mettre d'autres fils ou peut-être du lurex, des trucs plus abordables ou des choses peut-être voilà. Et puis ou des tisserands, je veux dire, ils mettaient 4 mois pour sur les petites bandes des petits métiers, ils vont peut-être élargir un peu leur métier pour donner un peu plus d'ampleur en fait et puis ramener leur travail un peu plus loin, quoi. Moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est ce que j'appelle la créativité. Donc, c'est pas forcément industriel. Mais je parlais du faso d'Anfani. C'est pas des pratiques industrielles. Ça reste quand même manuel. Mais ils ont élargi ils sont pris la tête. Il y a une ingéniosité là-dedans qui est fabuleuse, quoi. Non, en fait, ils se sont pas pris la tête. Il y a quelqu'un comme Aïssa Dione qui a été embauchée par le gouvernement du Burkina Faso il y a à peu près 20 ans. Elle est venue faire des formations sur des métiers à tisser qui venaient d'Inde et des métiers de 120. Parce qu'avant, les gens travaillaient sur des métiers qui faisaient des petites bandes d'à peu près de 12-15 cm. Donc, les gens ne se sont pas pris la tête. Il y a eu des formations, il y a eu des prises de conscience. Et ces métiers, donc, sur 120, il a fallu former les gens. Donc, c'est pas venu du jour au lendemain. Le tissage est un processus qui est très compliqué, très complexe, et qu'on passe d'un métier de 20 ou 30 à un métier de 120, c'est aussi, il faut 2 personnes pour passer la navette, pour faire avancer la trame. Donc c'est tout un processus qui est fait, et donc il faut remercier aussi quelqu'un comme Aïssa Dione qui est sénégalaise et qui a justement apporté le tissu traditionnel sénégalais
parce que tous ces tisserands sont mandjaks, donc a une dimension internationale, puisqu'elle a travaillé pour des maisons comme Hermès, pour des maisons comme Dior. Elle fait de la formation aussi avec des jeunes Japonais, pour montrer justement les valeurs de ces tissus traditionnels sénégalais. Merci. Monsieur ? Marche-t-il le micro ? Il ne marche pas. Ah oui, marche. Si ? Oui, merci. Juste une petite chose. Ce qu'a dit tout à l'heure Soba m'a beaucoup intéressé en ce qui concerne les Dogons et les Télèmes. Les Télèmes étant les pré-Dogons. Et justement, dans cette salle où nous sommes, il y a eu de très très longues discussions sur les Dogons avec Germaine Déterlin, qui fut une grande dame de l'ethnologie française qui tenait ici justement toute une série de conférences. Et ce qui s'est passé, c'est que était tellement intéressée parmi les sujets qu'elle étudiait chez les Dogons par la question du tissage. Elle disait que le tissage, c'était la parole, et la parole aussi était un tissage. Et là, justement, ça m'a ému de vous entendre parler d'elle, et je pense qu'elle aurait été là, qu'elle aurait été très ravie, parce qu'elle avait organisé l'exposition à Beaubourg, justement, sur la question du tissage, en expliquant et en développant toute cette connaissance à ce sujet-là, parce qu'elle voulait que le grand public puisse comprendre ce que c'était que le tissu en pays Dogon et la question de la parole. Donc merci d'avoir fait ce clin d'œil au Dogon. Merci. Et au Télème, les pré-Dogons. Pour ce commentaire. Autre intervention ? Autre question ? Sinon, nous allons nous quitter en musique peut-être. Je vais peut-être remercier d'abord et puis ensuite, vous pourrez vous approcher des tissus. Alors, au terme de cette élégante rencontre, donc merci pour votre présence et votre écoute. Merci à nos invités, Soloba Diakité, Marie-Jeanne Serbin-Thomas, Lamine Badian-Kouyaté, Roulibet, merci pour votre participation motivée. Merci à Sylvie Bayonne également de nous avoir rejoints. Je remercie les équipes du musée de nous avoir accueillis. Aurélie Clémente Ruiz, Marine Béliard, les équipes techniques du musée de l'Homme. Merci à l'équipe de Nova qui s'est mobilisée. Céleste Mété-Grolier à la réalisation avec Melvin Schlemmer et puis Charlotte Hélès, Léna Leroux-Bourdieu, Maya Dubois, Vincent Moyer et Cécile Revenu, ainsi que Christian Zonta, Bastien Stizy et la team de Nova.fr. Vous trouverez quelques références bibliographiques dans l'article donc consacré à l'exposition sur Nova.fr, ainsi que le lien qui vous permettra d'écouter ou réécouter cette rencontre. Un podcast qui sera aussi présent sur les plateformes Spotify et Deezer. Et puis, il y a la playlist qui l'accompagne. Et en image, ce sera sur la chaîne YouTube du Musée de l'Homme, hein, dans quelques temps. C'est bien ça. Oui. Merci à tous. Oui, on se quitte avec Mon pied, ton pied, mon pied de David Taillero, artiste ivoirien. Merci.